Ma sœur m'a faussement accusé d'avoir volé le portefeuille d'un passager lors de notre voyage à Dubaï. Mon frère m'a giflé devant tout le monde, m'a exclu du voyage, mais il n'avait aucune idée que je payais secrètement pour l'intégralité du voyage. Alors j'ai tout annulé. Et 48 heures plus tard, ils m'ont laissé 50 appels manqués. Imaginez-vous debout au milieu d'un aéroport de Dubaï bondé et étouffant. Vos joues vous brûlent sous la force de la gifle de votre propre frère, pendant que votre sœur crie à tue-tête que vous êtes une voleuse. J'ai regardé mes parents, espérant trouver une once de croyance dans leurs yeux, mais tout ce que j'ai vu, c'était un dégoût froid et aiguisé. Ils n'avaient aucune idée que les billets en classe à faire dans leur poche et la suite de luxe qui les attendait étaient tous payés par la voleuse même qu'ils étaient en train de rabaisser. Alors qu'ils s'éloignaient, me laissant bloqué dans un pays étranger sans un mot de remords, j'ai sorti mon téléphone et j'ai fait la seule chose qui ferait s'effondrer tout leur monde. Mon nom est Ava et j'ai 26 ans. C'est l'histoire de la façon dont des vacances familiales de luxe se sont transformées en mon pire cauchemar et comment j'ai finalement arrêté d'être le bouc émissaire de la famille pour leur montrer exactement ce qui arrive quand on mord la main qui nous nourrit. L'air humide de Dubaï était épais, mais le frisson que je ressentais était à l'intérieur de ma poitrine. « Comment as-tu pu faire ça, Ava » a hurlé mon frère Ethan, sa voix résonnant à travers le terminal. Derrière lui, ma sœur Chloé offrait la performance de sa vie, se tenant la poitrine et gémissant à propos du portefeuille volé d'un passager qu'elle avait commodément trouvé dans mon sac. Mes parents n'ont même pas demandé ma version des faits. Mon père m'a regardé comme si j'étais une tache sur le nom de la famille, et ma mère a simplement tourné le dos. Ils ont marché vers le transfert privé que j'avais organisé pour eux, me laissant derrière comme un déchet. Mais avant que je ne vous raconte ce qui s'est passé après cette gifle et comment je les ai laissés sans rien, s'il vous plaît, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Cela nous aide vraiment à vous apporter plus de ces histoires vécues. Aussi, j'adorerais savoir d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Laissez un commentaire ci-dessous. Je lis absolument chacun d'entre eux. Maintenant, revenons à l'endroit où ce schéma de trahison a véritablement commencé. En grandissant dans notre foyer, les règles n'étaient jamais appliquées de manière égale, et les rôles que nous jouions étaient distribués bien avant que nous puissions même parler. Chloé était l'enfant en or, la fleur délicate qui ne pouvait rien faire de mal aux yeux de nos parents, tandis que j'étais la personne fiable, le bouc émissaire censé tout gérer sans un seul mot d'éloge. Dans notre maison, les larmes de Chloé étaient toujours significativement plus fortes et plus importantes que n'importe laquelle de mes véritables réussites. Je me souviens vivement avoir 10 ans et avoir remporté la première place à une compétition académique à l'échelle de la ville. J'avais étudié pendant des semaines et quand ils ont appelé mon nom, j'ai eu l'impression d'avoir enfin gagné une place dans le cœur de mes parents. Je suis rentré en courant à la maison, serrant mon ruban bleu, franchissant la porte d'entrée pour annoncer la nouvelle à ma mère. Elle m'a fait un câlin rapide et distrait et a dit que c'était bien. Mais ensuite, Chloé est rentrée de sa répétition de danse. Le visage de Chloé était rouge. Ses yeux ruisselaient de larmes parce qu'elle avait raté un seul pas et se sentait gênée devant ses amis. Les bras de ma mère m'ont immédiatement quitté pour serrer Chloé contre elle, s'agenouillant pour lui dire qu'elle était la fille la plus talentueuse du monde. Je suis resté là dans la cuisine, tenant toujours mon ruban de première place, pendant que ma mère murmurait que Chloé avait juste besoin d'être manipulée avec plus de précaution parce qu'elle était si sensible. Personne n'a même demandé à voir mon ruban ce soir-là. J'ai appris alors à célébrer mes victoires silencieusement et dans un isolement total. En grandissant, ce schéma n'est devenu que plus chirurgical et plus dévastateur. Chloé était étiquetée comme la fragile, l'âme sensible qui avait besoin d'une protection constante contre la dureté de la vie. Parce que j'étais la forte, mes besoins étaient traités comme des désagréments ou ignorés entièrement. Quand j'avais 16 ans, j'ai obtenu un stage d'été prestigieux à New York. C'était une opportunité massive qui aurait assuré mon avenir. Mais au moment où je l'ai dit à mes parents, Chloé a éclaté en sanglots, gémissant que ce n'était pas juste que je puisse partir pendant qu'elle devait rester à la maison. Mon père a levé les yeux de son téléphone et m'a dit que je devrais sauter cela cette année pour me concentrer sur l'unité familiale. Ils m'ont dit que je devais être la personne la plus mature et rester à la maison parce que ma présence permettait à Chloé de se sentir en sécurité. Je n'y suis pas allé et j'ai appris à être petite, silencieuse et à ne rien exiger de leur temps ou de leur argent. Notre frère Ethan était l'exécuteur de cette dynamique, intervenant toujours pour protéger la fragilité de Chloé au détriment de ma réalité. Il considérait Chloé comme le prix de la famille et moi comme un projet qui n'était jamais tout à fait assez bon pour son standard de perfection. Si Chloé cassait quelque chose,
Ethan me disait de laisser tomber parce qu'elle n'était qu'une enfant. Mais si j'osais un jour m'élever contre sa manipulation, Ethan me hurlait dessus, me disant que j'étais difficile ou sans cœur de ne pas soutenir ma sœur. Les mensonges ont commencé de manière minime, comme la fois où $50 ont disparu du sac à main de créateur de ma mère. Chloé a immédiatement dit à notre père qu'elle m'avait vu près du sac ce matin-là, ce qui était un mensonge calculé et délibéré. J'étais parti à l'école tôt, mais mon père ne se souciait pas de mon alibi. Il ne se souciait que de l'accusation. Il m'a appelé dans son bureau, la mâchoire serrée, alors qu'il me disait à quel point il était déçu par mon caractère. J'ai été puni pendant un mois et on m'a dit qu'on ne pouvait pas me faire confiance pour le moindre niveau d'indépendance. Chloé m'a regardé me faire punir depuis les escaliers et quand nos parents ne regardaient pas, elle m'a fait un sourire froid et triomphant. Elle apprenait qu'elle pouvait s'en tirer avec n'importe quoi tant qu'elle jouait la victime. Et j'étais là pour prendre le blâme. Au moment où j'ai eu 20 ans, je me sentais comme un fantôme dans ma propre maison, visible seulement quand ils avaient besoin de quelqu'un à blâmer pour les échecs de Chloé. Quand est venu le temps de l'université, mes parents ont payé l'intégralité des frais de scolarité de Chloé, son appartement de luxe et toutes ses dépenses courantes. Moi, cependant, on m'a dit que parce que j'étais si capable, je devais contracter des prêts étudiants et me débrouiller seul. Ils prétendaient ne pas avoir l'argent pour m'aider, mais ensuite je les voyais acheter une toute nouvelle voiture à Chloé parce que son ancienne avait des problèmes mineurs. Même après que j'ai créé ma propre entreprise florissante, ma mère me regardait avec une déception qui ressemblait à un poids physique. Elle me disait que j'étais trop concentré sur l'argent et que je devais apprendre à être plus généreuse comme Chloé. Ils voyaient mon travail acharné comme la preuve que je n'avais pas besoin d'eux, ce qu'ils utilisaient comme excuse pour m'ignorer encore plus. Chaque fête de fin d'année suivait le même scénario. Mes parents se vantaient de la vie parfaite de Chloé tout en traitant ma carrière comme un passe-temps ennuyeux. Ils me traitaient d'égoïste parce que je refusais de payer pour les dettes de luxe de Chloé après qu'elle ait vidé leur fonds de retraite. Ethan se moquait même de mon succès, me disant qu'aucune somme d'argent ne pourrait acheter la classe que Chloé était censée avoir. Je suis resté silencieuse pendant des années, croyant que maintenir la paix était de ma responsabilité, mais ce silence me détruisait à petit feu. Je ne réalisais pas qu'à chaque fois que je laissais passer un commentaire, je leur apprenais que je ne valais pas la peine d'être protégé. Ce voyage à Dubaï était censé être ma dernière tentative de gagner leur respect, de leur montrer que la fille qu'ils avaient passé des années à rejeter était la seule à pouvoir offrir la vie dont ils rêvaient. Mais en me tenant dans cet aéroport, j'ai réalisé que l'on ne peut jamais acheter le respect de personnes qui ont déjà décidé que vous êtes la méchante. L'ironie d'être la déception désignée de la famille est que pendant qu'ils étaient occupés à me mépriser, ils ont complètement cessé de prêter attention à ce que je faisais réellement. Être invisible était devenu mon plus grand avantage professionnel. Pendant que Chloé dépensait les fonds de retraite en diminution de nos parents dans des sacs à main de créateurs et des retraites spirituelles qui ne duraient jamais plus d'une semaine, je construisais une forteresse financière. J'ai réalisé très tôt que si je voulais un avenir, je devais le construire entièrement hors de leur portée et de leur connaissance. Tout a commencé juste après que j'ai été forcé d'abandonner ce stage d'été. Je ne suis pas simplement resté assise dans ma chambre à pleurer. Je me suis mise au travail. J'ai pris un emploi dans un restaurant ouvert 24 heures sur 24, travaillant avec l'équipe de nuit parce que les pourboires étaient meilleurs, et mes parents dormaient généralement, donc ils ne pouvaient pas se plaindre que je les embarrassais en servant aux tables. Ensuite, j'ai pris un deuxième emploi dans un centre d'appel. Chaque seconde libre que j'avais, j'étais sur mon ordinateur portable d'occasion, apprenant par moi-même les tenants et aboutissants du commerce électronique numérique et du conseil en logiciel. Je ne faisais pas que travailler, j'étudiais les systèmes qui rendaient les gens riches. À l'âge de 23 ans, j'avais lancé ma propre société de conseil numérique à distance. Pour mes parents, j'étais juste Ava, la fille qui ne sort jamais de sa chambre. Mon père passait devant ma porte à minuit, voyait la lueur de mon écran et se moquait de moi. « Tu joues toujours à ces jeux vidéo, Ava ? Peut-être que si tu mettais la moitié de cet effort dans une vraie carrière, tu ne serais pas un tel fardeau pour nous, disait-il, sa voix dégoulinant de cette cruauté occasionnelle familière. Ma mère intervenait, se demandant à haute voix pourquoi je ne pouvais pas être plus comme Chloé, qui se trouvait dans un programme d'art coûteux que j'aidais secrètement à subventionner à travers les comptes bancaires de mes parents. Ils n'en avaient aucune idée. Ils ne savaient pas que les jeux auxquels je jouais étaient en fait des contrats à enjeux élevés avec des jeunes entreprises technologiques. Ils ne savaient pas que pendant qu'ils stressaient pour l'hypothèque, une hypothèque dont je payais secrètement la moitié en déposant de l'argent sur le compte de mon père sous couvert d'un programme d'aide anonyme,
j'étais assise sur une valeur nette qui aurait pu acheter leur maison 10 fois. Je vivais dans un état de succès silencieux constant. Je m'habillais avec des vêtements de friperie et conduisais une vieille berline cabossée parce que je savais qu'à l'instant où il verrait le moindre signe de richesse, il trouverait un moyen de le prendre et de le donner à Chloé. J'ai vu comment il traitait mon argent. C'était une propriété commune si cela profitait à ma sœur, mais une affaire privée si j'avais un jour besoin d'aide. Mais même avec tout cet argent, il y avait un trou dans mon cœur qu'aucun profit ne pouvait combler. Je voulais toujours qu'ils m'aiment. Je voulais toujours être la fille dont ils étaient fiers. Ce fut ma plus grande erreur. Je pensais que si je révélais enfin que la fille paresseuse était en fait la personne la plus prospère de la pièce, ils me verraient enfin. Je pensais que je pourrais acheter le respect qui ne m'avait jamais été donné gratuitement. Quand l'idée d'un voyage en famille est apparue et que j'ai entendu ma mère pleurer sur le fait qu'il ne pourrait jamais se permettre de voir le monde, j'ai décidé que c'était le moment. J'allais payer pour tout. Mais je ne voulais pas simplement leur remettre un chèque. Je voulais que ce soit un rêve. J'ai réservé les hôtels 5 étoiles à Dubaï, les safaris privés dans le désert et les vols en classe affaires. J'ai fait tout cela sous le couvert d'une prime d'entreprise que j'étais censé avoir gagnée grâce à mon travail de niveau d'entrée. Je voulais qu'ils fassent l'expérience du luxe et je voulais être celle qui le leur offrait. Je pensais que ce voyage serait le pont qui nous relierait enfin. Je n'ai pas réalisé que je ne les invitais pas à des vacances. Je les invitais à me montrer exactement qui ils étaient quand ils me pensaient à mon point le plus vulnérable. Je me souviens du dîner du dimanche où j'ai enfin annoncé la nouvelle. J'avais imprimé les itinéraires de vol, 4 billets en classe affaires de l'aéroport John F. Kennedy à Dubaï, et je les avais placés sur la table en acajou comme une offre de paix. Les yeux de ma mère se sont écarquillés et mon père a effectivement posé son verre de vin pendant une seconde. Une prime d'entreprise, a-t-il demandé, sa voix remplie d'un scepticisme qui piquait. De ton petit travail de niveau d'entrée? J'ai simplement hoché la tête, ravalant l'envie de lui dire que mon petit travail payait actuellement le steak même qu'il était en train de manger. Chloé, bien sûr, ne pouvait pas me laisser profiter du moment. Elle a immédiatement boudé, se plaignant que les dates ne correspondaient pas à sa semaine de réflexion créative. Mais au moment où elle a vu les mots suite de luxe 5 étoiles sur la confirmation de l'hôtel, son attitude a changé du tout au tout. Elle ne m'a pas remercié. Elle a juste commencé à parler des tenues de créateurs qu'elle devait acheter pour le voyage, vraisemblablement à mes frais. Le jour du départ à l'aéroport fut une leçon magistrale d'arrogance. Ethan se comportait déjà comme un puissant président-directeur général, aboyant des ordres aux porteurs de bagages et s'assurant que tout le monde savait qu'il volait en classe affaires. Mes parents ont passé tout le temps à s'occuper de Chloé, qui prétendait souffrir d'une grave anxiété liée au voyage et avait besoin du siège côté hublot que j'avais spécifiquement réservé pour moi-même. Alors que nous montions à bord de l'avion, les agents de bord nous ont accueillis avec du champagne et des serviettes chaudes. Pendant que mes parents et Ethan s'inclinaient dans leur siège convertible en lit, sirotant du vin millésimé et ignorant complètement ma présence, Chloé a passé les 14 heures de vol à se plaindre. Elle a rouspété à propos de la sélection limitée de films et a dit à l'agent de bord que le caviar était trop salé. Pas une seule fois aucun d'entre eux ne m'a regardé pour dire « Merci, Ava, d'avoir rendu cela possible ». Je suis restée assise dans mon siège, regardant l'océan Atlantique, me sentant plus comme une assistante rémunérée que comme une fille. Avant d'arriver au moment où nous avons atterri dans la chaleur du désert, si vous trouvez cette histoire pertinente, ou si vous avez déjà eu affaire à des membres de la famille ingrat, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces histoires puissantes de personnes qui défendent leur position. Et laissez-moi savoir dans les commentaires quelle est la chose la plus arrogante qu'un membre de la famille vous ait jamais faite. Je lis toutes vos réponses. Maintenant, revenons à l'arrivée à Dubaï. En descendant de l'avion, la chaleur de Dubaï nous a frappés comme un mur physique, mais ma famille a traité l'opulence du terminal comme si c'était leur droit de naissance. Le chauffeur privé que j'avais engagé attendait dans le hall des arrivées avec un panneau bordé d'or. Ethan a sauté dans la Cadillac de tête sans m'attendre, et mes parents ont suivi, s'agitant autour du décalage horaire de Chloé, comme si elle était la seule à avoir volé à travers le globe. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôtel, un chef-d'œuvre imposant de marbre et d'or, la jalousie de Chloé a atteint son point d'ébullition. Elle s'est tenue au centre du hall, entourée de piliers en or véritable, et s'est renfrognée. Le hall sent le vieux parfum, a-t-elle chuchoté assez fort pour que le concierge l'entende. Et pourquoi la chambre d'Ava est-elle à un étage supérieur au mien? Elle se fichait que ce soit moi qui sois à la réception,
tendant ma carte de crédit personnel pour couvrir l'énorme dépôt de garantie. Elle se souciait seulement du fait que, pour une fois, j'étais celle qui avait le contrôle, et elle me détestait pour ça. J'ai vu ses yeux fureter autour d'elle, cherchant un moyen de récupérer son statut d'enfant en or. La tempête n'approchait pas seulement, elle était déjà là. Le 3e jour à Dubaï a commencé avec un soleil qui semblait personnellement offensé par notre présence. La chaleur était un poids scintillant sur la ville, mais à l'intérieur de notre suite d'hôtels ornée de feuilles d'or, l'air était frais et sentait les lys coûteux. Je me tenais sur le balcon, regardant le Burj Khalifa, essayant de me convaincre que l'argent que j'avais dépensé valait le sentiment de vide dans ma poitrine. En dessous de moi, la ville était un chef-d'œuvre de l'ambition humaine. Mais à l'intérieur de cette pièce, ma famille était un chef-d'œuvre de dysfonctionnement. « Ava, où sont mes lunettes de soleil ?» a hurlé Chloé depuis la chambre à coucher. Elle n'a pas demandé, elle a exigé. Elle n'avait même pas déballé sa propre valise, s'attendant à ce que le personnel de l'hôtel où Ava s'en occupe. Quand je suis entré, je l'ai vue debout au milieu d'un océan de sacs de courses de créateurs. Des sacs remplis d'articles que j'avais payés pendant notre séance de shopping d'avant le voyage. Ma mère était assise sur le bord du lit, frottant doucement les tempes de Chloé. Elle a mal à la tête. Ava, ne sois pas si lente. Trouve-les pour que nous puissions partir pour le centre commercial. J'ai trouvé les lunettes sous une pile de vêtements jetés de Chloé. Je les lui ai remises sans dire un mot. Je jouais le rôle. J'étais la pourvoyeuse silencieuse, celle qui absorbait les coups pour que l'enfant en or puisse briller. Nous nous dirigions vers le centre commercial de Dubaï, l'un des endroits les plus bondés et les plus prestigieux de la Terre. J'avais organisé une visite privée exclusive, un acheteur personnel et une réservation de dîner pour laquelle les gens attendent des mois. Je pensais qu'en leur donnant le meilleur du meilleur, je serais enfin immunisé contre leur venin. Le centre commercial était un labyrinthe de luxe. Alors que nous passions devant les boutiques haut de gamme, Chloé était dans son élément, pointant du doigt les vitrines et jetant des regards à notre père, qui me regardait ensuite avec un ordre silencieux de faire en sorte que cela se réalise. Ethan marchait légèrement devant, agissant comme s'il était celui qui nous protégeait dans cette terre étrangère. Son torse était bombé, appréciant les regards des gens qui supposaient qu'il était un touriste fortuné. Nous nous sommes arrêtés près du gigantesque aquarium. La foule était dense, un mélange de touristes de tous les coins du globe. Chloé était particulièrement difficile, se plaignant que ses pieds lui faisaient mal, et que l'humidité dans le centre commercial ruinait ses cheveux. Elle a commencé à fouiller dans son grand sac fourre-tout de créateur, ses mouvements devenant de plus en plus frénétiques. « Attendez » a-t-elle haleté, sa voix atteignant un ton qui a fait tourner la tête de plusieurs touristes. Mon portefeuille, il a disparu. L'air dans notre petit groupe a soudainement semblé se raréfier. Mon père s'est arrêté net. « Comment ça, il a disparu, Chloé ? Vérifie encore. Il n'est pas là. Ma pièce d'identité, mes cartes, l'argent liquide, tout. » Chloé a commencé à hyperventiler, un mouvement pratiqué que j'avais vu 1000 fois depuis que nous étions enfants. Et oh mon Dieu, le portefeuille du passager. Quel passager ? A demandé Ethan, s'approchant, le visage s'assombrissant. La dame au café. J'ai vu une dame faire tomber son portefeuille près de la fontaine, et je l'ai ramassé pour le lui rendre. Je l'ai mis dans ma poche latérale pendant une seconde parce que j'avais les mains pleines, et maintenant les deux ont disparu. Chloé gémissait maintenant, attirant une petite foule de curieux. Je pense que j'ai été ciblée. Puis elle a tourné ses yeux vers moi. Ses grands yeux remplis de larmes qui avaient toujours causé ma perte. Ava, tu tenais mon sac pendant que je prenais ces autoportraits près du bassin aux requins. Tu es la seule à l'avoir touché. J'ai senti le sang quitter mon visage. Chloé, de quoi parles-tu ? Je n'ai jamais touché ton sac. Il était sur ton épaule tout le temps. Non, tu as dit que la sangle était tordue. Tu t'es penché et tu l'as ajustée. Chloé pointait un doigt tremblant vers moi. Et tu agis si bizarrement depuis ce matin. Tu regardes mon sac, tu es silencieuse, Ava. La voix de mon père était un grondement sourd et dangereux. Donne-lui le portefeuille. Je ne l'ai pas, papa. Pourquoi volerais-je son portefeuille ? C'est moi qui ai payé pour tous ceux. Je me suis arrêté, mais il était trop tard. Payer pourquoi ? Ethan a envahi mon espace personnel. Tu penses que parce que tu as eu une prime chanceuse,
tu peux nous traiter comme de la charité? Tu penses que tu es meilleur que nous? Tu as toujours été jalouse de Chloé. Toujours. Tu ne supportais pas qu'elle soit le centre de l'attention aujourd'hui, alors tu as décidé de tout gâcher. Je n'ai rien volé, ai-je crié, ma voix tremblante d'un mélange de rage et de chagrin. Vérifiez son sac, a sangloté Chloé, enfouissant son visage dans l'épaule de notre mère. S'il vous plaît, vérifiez le juste. Je veux juste récupérer le portefeuille de l'autre dame. Je ne veux pas avoir d'ennui avec la police de Dubaï. Avant que je ne puisse protester, Ethan a arraché mon sac à dos de mon épaule. Il a ouvert la fermeture éclair avec une telle force qu'elle s'est presque déchirée. Il a vidé le contenu sur un banc en marbre à proximité, mon ordinateur portable, ma bouteille d'eau, ma trousse de maquillage et mon dossier de voyage. Et puis quelque chose de lourd a frappé le marbre avec un bruit sourd écœurant. 2 portefeuilles, l'un était le cuir rose distinctif de Chloé, et l'autre était un portefeuille de créateur noir qui n'appartenait clairement à aucun de nous. Le silence qui a suivi était plus fort que la musique de fond du centre commercial. J'ai fixé les portefeuilles avec horreur. Je n'avais pas touché mon sac depuis que nous avions quitté l'hôtel. J'ai réalisé alors que Chloé les avait placés là quand j'étais au comptoir du service client plus tôt. C'était un coup monté. Un coup monté calculé et malveillant. Ma mère a halté, se couvrant la bouche. Ava, comment as-tu pu? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Je n'ai pas fait ça. C'est elle qui les a mis là, ai-je crié. Mais je pouvais voir le mur se dresser dans leurs yeux. Le même mur qui était là depuis que j'avais 10 ans. Ils avaient déjà fait leur choix. Ils voulaient que je sois la méchante. Cela donnait un sens à leur monde. Tu es une voleuse, a dit Ethan, la voix tremblante d'une rage terrifiante. Une vulgaire et dégoûtante voleuse. Tu nous as amenés ici pour nous humilier. Ethan, écoute-moi. La gifle a été si soudaine et si violente que ma tête a basculé sur le côté. Le bruit a résonné contre le verre de l'aquarium. Ma vision s'est troublée et le monde a semblé s'incliner. Ma joue me brûlait comme si elle avait été marquée au fer rouge. J'ai levé les yeux, des larmes débordant enfin, pour voir mon frère se tenir au-dessus de moi, la main toujours levée, le visage contorsionné par une haine qui semblait ancienne. Ne m'adresse plus jamais la parole, a sifflé Ethan. Nous avons terminé, a dit mon père, la voix froide et plate, plus douloureuse que la gifle elle-même. Il a ramassé le portefeuille de Chloé et l'autre. Nous allons rendre celui-ci aux autorités. Quant à toi, reste ici. Ne nous suis pas. Ne retourne pas à l'hôtel. Nous ferons descendre tes affaires dans le hall. Tu es une honte, Ava. Je n'ai plus de fille. Ils se sont retournés et se sont éloignés. Ma mère n'a même pas jeté un regard en arrière. Chloé, la victime, a glissé son bras dans celui d'Ethan, et pendant une fraction de seconde, elle a regardé par-dessus son épaule. Elle ne pleurait plus. Elle souriait, le même sourire froid et triomphant qu'elle me faisait quand nous étions enfants. Je suis resté là, seul au milieu d'une foule d'inconnus, le visage en feu et le cœur brisé en un million de morceaux déchiquetés. Il m'avait jeté à la rue dans un pays étranger avec rien d'autre que le contenu de mon sac renversé sur un banc en marbre. Il pensait avoir gagné. Il pensait m'avoir enfin remise à ma place. Mais alors que je les regardais disparaître dans le luxe du centre commercial, un nouveau sentiment a commencé à s'élever à travers la douleur. Ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était pas de la peur. C'était une clarté froide et tranchante. Ils n'avaient aucune idée de la personne à laquelle ils avaient affaire. Ils avaient oublié une chose très importante. Tout ce qu'ils avaient dans cette ville, les chambres, les vols, l'air même qu'ils respiraient dans ce salon privé et exclusif, m'appartenait, et il était temps de tout reprendre. Je suis resté là pendant ce qui m'a semblé être des heures, même si ce n'était probablement que des minutes. La brûlure sur ma joue gauche commençait à s'atténuer en une palpitation, un rappel physique de la main d'Ethan contre ma peau. Mais la vraie douleur résidait dans le silence qui a suivi leur départ. Le centre commercial de Dubaï est l'un des endroits les plus bruyants sur Terre, une symphonie de fontaines d'eau, de milliers de voix et du bourdonnement du luxe. Mais pour moi, c'était aussi silencieux qu'une tombe. J'ai baissé les yeux sur mes affaires éparpillées sur le sol comme des ordures. Mon ordinateur portable, mes dossiers de travail, ma vie, tous jetés à cause d'un mensonge auquel ils étaient tous trop impatients de croire. Un agent de sécurité s'est approché de moi,
le visage partagé entre l'inquiétude et la lassitude professionnelle. « Madame, est-ce que tout va bien? Avez-vous besoin d'une assistance médicale ?» J'ai levé les yeux vers lui, ma vision toujours légèrement troublée par les larmes que je refusais de laisser tomber. « Je vais bien, ai-je murmuré, ma voix semblant appartenir à quelqu'un d'autre. J'ai commencé la tâche humiliante de ramper sur le sol en marbre poli, ramassant mes affaires pendant que des inconnus me regardaient et chuchotaient. J'ai vu un groupe de touristes me pointer du doigt, leur visage rempli de jugement. À leurs yeux, j'étais exactement ce que Chloé avait dit que j'étais, une voleuse qui s'était fait prendre. Alors que je remettais mon dossier de voyage dans mon sac, mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était une notification de l'application de l'hôtel. Statut de l'invité mis à jour. L'accès à la chambre pour Ava Sterling a été révoqué. Veuillez vous rendre à la réception pour récupérer vos effets personnels. Mon cœur a fait un bond. Ils ne s'étaient pas contentés de partir. Ils avaient appelé à l'avance pour s'assurer que je ne pourrais même pas retourner dans la chambre que je payais. Ils étaient en train de m'effacer systématiquement des vacances même que je leur avais offertes. Je me suis assise sur un banc à proximité, serrant mon sac contre ma poitrine. L'ironie était une pilule amère à avaler. J'avais dépensé plus de 30 000 $ pour les amener ici. J'avais passé des mois à planifier méticuleusement chaque visite, chaque repas et chaque expérience de luxe pour qu'ils se sentent comme des rois. Et en retour, ils m'avaient laissé sans abri dans une ville étrangère, à des milliers de kilomètres de chez moi, avec rien d'autre qu'un visage brûlant et une réputation qu'ils avaient déchiquetée en public. J'ai regardé le groupe de discussion sur mon téléphone. Le dernier message venait de mon père, envoyé il y a quelques secondes à peine à toute la famille. Nous allons de l'avant avec le safari dans le désert ce soir comme prévu. Nous ne laisserons pas les actions malades d'une personne ruiner la paix de cette famille. Ava, ne nous contacte pas. C'est fini. Chloé avait répondu avec un symbole de cœur. Ethan avait répondu. Elle est morte pour nous, papa. La trahison n'était pas seulement la gifle. C'était la facilité avec laquelle il passait à autre chose. Il se dirigeait actuellement vers une voiture privée, riant et parlant probablement du dîner de luxe à venir pendant que j'étais assise sur un banc de centre commercial à me demander où j'allais dormir. Il s'en fichait de savoir si j'étais en sécurité. Il s'en fichait de savoir si j'avais de l'argent. Il s'en fichait de savoir si j'allais vivre ou mourir au milieu de la chaleur du désert. Ce fut le moment où la dernière corde d'espoir que je gardais pour ma famille a finalement rompu. Je n'étais plus leur fille fiable. J'étais une étrangère pour eux. Et si j'étais une étrangère, alors il était temps de commencer à agir comme telle. Je suis resté assis sur ce banc en marbre froid dans le centre commercial de Dubaï pendant ce qui m'a semblé être une éternité, regardant passer le flou des familles heureuses et des touristes excités. Mon visage palpitait toujours à cause de la gifle d'Ethan. Mais la douleur physique n'était rien comparée à la prise de conscience glaciale que mes propres parents venaient de m'abandonner, moi leur fille, dans le dénuement dans un pays étranger. Ils ne se souciaient pas de savoir si j'avais un endroit où rester, comment je rentrerais chez moi, ou même si j'étais en sécurité. Ils étaient trop occupés à dorloter Chloé et à protéger la réputation de la famille de la personne même qu'il avait réellement bâtie. J'ai baissé les yeux sur mon téléphone. Une nouvelle notification est apparue dans le groupe de discussion familiale. Chloé avait posté une photo d'un dessert parsemé de feuilles d'or avec une légende, « Enfin, un peu de paix. La justice est rendue. La famille d'abord, la vie de luxe. » Ma mère l'avait aimé. Ethan avait commenté, « Tu mérites le meilleur, Serette. » Content que les poubelles se soient sorties d'elles-mêmes. Un rire a échappé de mes lèvres. Un son aigu et saccadé qui a attiré les regards des acheteurs à proximité. Ils pensaient que c'était eux qui m'avaient jeté dehors. Ils croyaient vraiment qu'ils avaient droit au luxe qui les entourait, oubliant le détail le plus fondamental de tout ce voyage. J'étais l'architecte de leur confort. Je me suis levé, j'ai essuyé les larmes restantes de mes yeux, et j'ai senti une résolution froide et dure s'installer dans mes os. Il ne s'agissait plus d'être la personne la plus mature. J'avais passé 26 ans à être la personne la plus mature, et cela m'avait valu une empreinte de main rouge sur le visage et une place sur un banc de centre commercial. Il était temps de leur montrer les vraies conséquences dont le pasteur Harmon avait l'habitude de parler chez nous. Le genre qui se répercute à travers les générations. J'ai ouvert mon dossier de voyage et j'ai sorti mon ordinateur portable. Je n'avais pas besoin d'un avocat ou de faire un scandale. J'avais juste besoin de mes identifiants de connexion.
D'abord, j'ai appelé la ligne de conciergerie d'élite de la compagnie aérienne. Bonjour, ici Ava Sterling, ai-je dit, ma voix aussi posée et professionnelle que si je concluais un contrat d'1 million de dollars. J'ai besoin d'apporter des modifications immédiates au vol de retour pour la réservation XJ7789. Certainement, mademoiselle Sterling, comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui? Je voudrais annuler les 3 sièges en classe affaires pour Chloé, Ethan et Harold Sterling. J'ai dit, gardez celui d'Ava Sterling, mais déplacez-le sur le premier vol disponible ce soir, en première classe. Je vois que ceux-ci ont été réservés dans le cadre d'un forfait d'entreprise non remboursable, madame. L'agent a répondu, en fait, vérifiez le mode de paiement, ai-je répliqué. C'est une carte noire privée à mon nom. J'ai l'autorisation complète d'annuler les billets. Traitez l'annulation maintenant. Je me fiche du remboursement. Je veux que les sièges disparaissent. J'ai entendu le cliquetis rapide des touches. C'est fait, mademoiselle Sterling. Leurs billets ont été annulés. Souhaitez-vous que j'envoie une notification aux autres passagers? Non, ai-je murmuré, une sombre satisfaction s'épanouissant dans ma poitrine. Laissez-les le découvrir à la porte d'embarquement. Ensuite, j'ai appelé l'hôtel. J'ai parlé directement au responsable d'étage à qui j'avais laissé un pourboire si généreux à notre arrivée. Je lui ai dit qu'il y avait eu une urgence familiale et que je résiliais immédiatement la réservation de la suite royale. Mais mademoiselle Sterling, votre famille est actuellement en train de dîner, a dit le directeur, semblant confus. Leurs affaires sont toujours dans la chambre. Emballez-les, ai-je dit. Déplacez-les dans l'espace de stockage du hall. Ma carte n'est plus autorisée pour aucun frais accessoires, service d'étage ou prolongation. S'ils veulent rester une nuit de plus, ils peuvent fournir leurs propres moyens de paiement. Mais je pense que vous découvrirez que leurs cartes ne couvriront pas tout à fait le tarif de 5 000 $ la nuit. Avant que je ne passe le dernier appel qui les laisserait véritablement en rade. Si vous appréciez ce voyage consistant à tenir tête aux membres toxiques de la famille, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Votre soutien signifie tout pour ceux d'entre nous qui ont vécu ces tempêtes. Aussi, dites-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà atteint un point de rupture où vous avez finalement dû dire que trop, c'est trop? Je veux entendre vos histoires. Maintenant, retournons au désert. La dernière pièce était le safari privé dans le désert et le dîner de 5 plats dans les dunes que j'avais prévu pour ce soir-là. C'était une excursion de 5 000 $ entièrement prépayée. J'ai appelé le voyagiste. Annulez le groupe Sterling pour ce soir, ai-je ordonné, et la location de yacht privé pour demain et le tour en hélicoptère. Annulez absolument chaque bon associé à mon compte. Au moment où j'ai fermé mon ordinateur portable, l'enfant en or et ses exécuteurs étaient effectivement sans abri et bloqués à Dubaï. Ils n'avaient pas de billet de retour, pas de chambre d'hôtel, et aucun accès au luxe dont ils se vantaient actuellement sur l'application sociale. Ils pensaient que j'étais malade et brisé, mais ils étaient sur le point de réaliser que la personne qu'ils appelaient un fardeau était en fait la seule chose qui les maintenait à flot. J'ai marché vers la navette de l'aéroport, la tête haute. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas la fille fiable ou la sœur silencieuse. J'étais libre. J'étais assise dans le luxe silencieux et climatisé du salon de première classe, un verre d'eau gazeuse à la main, quand mon téléphone a commencé à vibrer si violemment qu'il a failli glisser de la table d'appoint en marbre. C'était Ethan. Je l'ai laissé sonner. Puis vint une rafale de messages de ma mère, chacun plus frénétique que le précédent. Ava, décroche. Il y a une erreur à l'hôtel. Ils ont déplacé nos bagages dans le hall. Suivi de Ava, pourquoi nos billets de retour n'apparaissent-ils pas sur l'application? Réponds-nous. J'ai attendu le 5e appel avant de finalement glisser mon doigt pour répondre. Je n'ai pas dit bonjour. J'ai juste écouté le chaos à l'autre bout. Ava, que diable se passe-t-il? La voix d'Ethan était un mélange saccadé de rage et de véritable panique. Je pouvais entendre l'agitation résonnante du hall de l'hôtel derrière lui et les sanglots aigus de ma mère. Le directeur vient de nous dire que la suite royale n'est plus autorisée et les chauffeurs du safari dans le désert viennent de partir sans nous parce que la réservation a été annulée. Passe-nous papa avec l'agent de voyage au téléphone tout de suite. Il n'y a pas d'erreur, Ethan, ai-je dit, ma voix si calme qu'elle ressemblait à de la glace. Je les ai appelés moi-même. Le silence à l'autre bout a duré 3 longues secondes. Comment ça, tu les as appelés? La voix de mon père est intervenue,
semblant plus vieille et plus faible que je ne l'avais jamais entendue. Ava, sois raisonnable. Nous sommes dans un pays étranger. Nos cartes de crédit sont refusées pour les frais d'hôtel. Ils veulent que nous payions pour les frais accessoires que Chloé a accumulés au centre de bien-être. Ça ressemble à un problème pour vous, papa, ai-je répondu. Vous m'avez traité de voleuse. Vous avez dit que j'étais une honte. Vous m'avez dit que vous n'aviez plus de fille, alors j'ai décidé de suivre vos conseils. J'ai arrêté d'être votre fille et votre compte bancaire. J'ai payé pour le moindre centime de ce voyage. Les vols, l'hôtel, la nourriture dont Chloé s'est plainte, tout était à moi. Et puisque je suis une voleuse si malade, je me suis dit qu'il était seulement juste que j'arrête de polluer vos vacances avec mon argent volé. Ava, s'il te plaît. Chloé a gémi en arrière-plan, sa voix dépouillée de tout son triomphe précédent. Nous n'avons aucun moyen de rentrer chez nous. Les billets coûtent des milliers de dollars. Tu aurais dû y penser avant de me gifler devant 1000 personnes, Ethan, ai-je dit, regardant ma montre. Mon vol embarquait. Vous vouliez que je disparaisse de votre vue. Vous l'avez eu. Je rentre chez moi. Vous pouvez trouver comment payer pour vos propres erreurs pour une fois. Ne m'appelez plus. J'ai raccroché, bloqué leur numéro et marché vers la porte d'embarquement sans regarder en arrière. Cela fait 6 mois que j'ai regardé l'horizon de Dubaï rétrécir sous les ailes de mon avion, laissant le chaos de ma famille derrière moi. Je n'ai pas seulement changé de numéro de téléphone en rentrant. J'ai changé toute la trajectoire de ma vie. J'ai déménagé dans une nouvelle ville où je ne suis pas le bouc émissaire fiable mais juste Ava, la femme prospère qui a construit sa propre forteresse. J'ai finalement arrêté de vivre pour leur approbation et j'ai commencé à vivre pour ma propre paix. Parfois, je regarde par la fenêtre de mon nouveau bureau et je pense à cette fille dans l'aéroport. Elle n'a pas seulement survécu à cette tempête, elle a prospéré après elle. Les nouvelles de la maison, que j'entends par de vieilles connaissances, sont un témoignage du fait que l'on ne peut pas construire une vie sur le sacrifice de quelqu'un d'autre. Mes parents ont été forcés de vendre leur maison pour couvrir les dettes massives que Chloé avait cachées. La réputation parfaite d'Ethan est en lambeaux après que la vérité sur son accès de colère ait été chuchotée à travers nos cercles sociaux. Chloé travaille enfin les longues et difficiles heures pour lesquelles elle s'est toujours crue trop en or. Ils essaient toujours de me contacter. Certains courriels suppliants pour de l'argent, d'autres pleins d'excuses. Mais j'ai appris que le pardon ne signifie pas la réconciliation. Vous pouvez pardonner à quelqu'un pour votre propre paix tout en le gardant hors de votre vie. Ces deux choses sont parfois nécessaires. Le succès ne consiste pas à prouver aux gens qu'ils ont tort. Il s'agit de construire quelque chose de significatif malgré eux. J'ai appris que votre valeur n'est pas déterminée par qui reste. Elle est déterminée par la façon dont vous grandissez après leur départ. À tous ceux qui se tiennent actuellement dans leur propre tempête, fixez vos limites, construisez votre but, et ne laissez jamais personne vous dire que vous n'êtes pas assez. Vous êtes exactement assez. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'à la fin de ce voyage. Si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, appuyez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Cela aide ces histoires à atteindre ceux qui ont le plus besoin de les entendre. Prenez soin de vous et je vous verrai dans la prochaine.